Selon les informations obtenues en exclusivité par Nouveau Info, il a été possible d'apprendre que l'enquête de la Sûreté du Québec est maintenant terminée dans le dossier du face-à-face mortel survenu sur l'autoroute 40 à Trois-Rivières dans la nuit du 16 au 17 janvier 2026, l'incident qui a coûté la vie à une jeune femme de 20 ans. Selon le test d'éthylomètre, le conducteur aurait bel et bien dépassé la limite permise d'alcool dans son sang au moment de l'accident. Le dossier est maintenant entre les mains de la Direction des poursuites criminelles et pénales. Je trouve ça ridicule qu'en 2026, tu puisses encore prendre ton auto en état d'ébriété. Quand que, je veux dire, on passe notre temps à conscientiser à la télé avec des annonces, puis à leur donner des moyens pour ne pas prendre leur véhicule en état d'ébriété. La Sûreté du Québec recommandera des accusations de conduite dangereuse causant la mort et de conduite avec les facultés affaiblies causant la mort. En 2026, aujourd'hui, tu peux encore prendre cette décision-là en n'ayant aucune conscience que tu peux briser une vie, mais aussi une famille, puis la vie de plusieurs autres personnes qui ont perdu une fille merveilleuse. Dans les premiers éléments de l'enquête dévoilés le lendemain du drame, il est indiqué qu'un véhicule avec 2 hommes à bord s'est engagé à contresens sur l'autoroute 40 en direction est avant d'aller percuter de plein fouet le véhicule de la victime. Rappelons que le conducteur du véhicule fautif est un homme de 26 ans qui avait subi de graves blessures et qui avait plongé dans un coma pendant plusieurs semaines. Puis j'espère que ça va faire réfléchir les autres aussi, parce que c'est pas banal de prendre son véhicule en état d'ébriété. C'est pas quelque chose de banal. Selon les informations de l'enquête, le conducteur aurait inversé l'entrée et la sortie de l'autoroute pour y s'y retrouver à sens inverse. Il aurait tourné juste ici, à gauche, au lieu de passer sous le viaduc pour s'y engager, comme la route l'indique. C'était la seule qui comprenait mon rôle de mère, puis qui venait me voir le soir, avec qui je parlais. Fait qu'aujourd'hui, aujourd'hui, quand j'ai envie de me vider le cœur, je parle à une photo. Moi, j'ai contact avec la famille, puis en ce moment, ils survivent. Là. Ils vivent pas, ils survivent. Ils ont perdu leur bébé. C'était le bébé de la famille. Selon nos informations, la jeune femme aurait quitté le domicile de son copain pour se rendre jusqu'à chez elle, mais sa vie se serait arrêtée juste ici, sur l'autoroute 40. À Trois-Rivières, Maxime Dany pour Nouveau Info. Le diocèse de Nicolet est ciblé par une demande de recours collectif pour agression sexuelle. Le document de demande fourni par Lambert Avocat fait état de multiples attouchements commis par plusieurs abbés envers 3 victimes mineures sur une période allant des années 50 aux années 70. Mais en réalité, ils pourraient être beaucoup plus nombreux. C'est quelques dizaines de cas à l'heure actuelle. Maintenant, c'est certain que ça va grossir parce qu'il y a beaucoup plus que quelques dizaines de victimes dans le diocèse de Nicolette, c'est certain. Je peux vous donner comme Québec, par exemple, c'est 250, c'est sûr qu'il y a plus de population, mais il y a beaucoup de recours collectifs contre des diocèses ou des prêtres au Québec qui se sont réglés avec, je dirais, entre 35 et peut-être une centaine de cas. Dans une communication avec Nouveau Info, le diocèse confirme ne pas avoir eu connaissance de cette demande de recours et assure sa pleine participation aux futures procédures. Dans les documents, on retrouve notamment les détails des attouchements que les victimes auraient vécus à l'époque, ainsi que les conséquences que ces actes auraient eu sur elles. On y apprend également que le diocèse était informé des agissements de certains membres de son clergé sans que des sanctions ou des mesures soient mises en place. Les gens savent que c'est un processus qui va être dur et on a de la contestation. Alors, les victimes se disent, est-ce que ça vaut la peine? Et c'est ça qui est important. C'est pour ça qu'on a du recours collectif où là, les victimes sont un peu plus dans l'ombre parce que leur identité est cachée. Regardez dans le recours collectif que vous avez actuellement dans le district de Nicolet, vous ne voyez même pas les adresses des parties demanderesses. Mais quelle est la suite des événements? Eh bien, tout d'abord, il faut que la demande de recours collectif soit acceptée par la Cour suprême pour qu'un procès puisse avoir lieu. Une fois cette étape franchie, le diocèse pourrait, selon Alain Promkin, proposer une entente à l'amiable aux demandeurs. Cela s'est déjà vu dans des situations similaires. Face à la multitude de demandes, l'organisation pourrait proposer une indemnisation aux victimes. L'Église, souvent, va dire, écoutez, on va essayer de... On va s'entendre avec les victimes, surtout que dans la vaste majorité des cas, c'est évident, et on a des dossiers contre certains de ces prêtres-là, et de multiples dossiers, puis je pense qu'on l'a vu même dans le dossier de Nicolet, c'est pas simplement une agression par un individu, mais c'est des agressions par
certains individus. Maître Bellemare rappelle l'importance pour les gens qui auraient également été victimes de se joindre au recours afin que le groupe puisse être le plus complet possible. Depuis près de 3 ans, la Ville de Bécancour collabore avec l'UQTR dans le cadre de l'atelier d'innovation. Depuis, plusieurs projets de recherche ont vu le jour en bénéficiant d'une expertise universitaire. Cette année, 4 nouveaux projets ont été ajoutés. C'est permettre à la Ville de Bécancour de contribuer à des projets de recherche, puis aussi de pouvoir profiter de recherches qui ont été faites. Le premier projet s'adresse au service incendie de la Ville de Bécancour. Les pompiers sont maintenant suivis par un kinésiologue. Donc, l'objectif du kinésiologue, c'est de faire la promotion de l'activité physique, encadrer la pratique d'activité physique, l'entraînement physique dans la caserne pour que les pompiers puissent améliorer leurs conditions physiques, leur santé, leur performance au travail, diminuer le risque d'accident au travail. C'est commun de voir un kinésiologue dans les services incendie? Au Québec, en fait, dans le monde, non. Optimalement, s'il y avait des kinésiologues dans tous les services incendies, probablement qu'il y aurait des effets bénéfiques de ça. Un deuxième projet de recherche s'intéresse à l'expression et aux expériences liées à la crise du logement dans une petite et moyenne ville du Québec. L'intérêt de cette recherche-là, c'est de se dire, on a un taux d'inoccupation à Bécancour qui est très faible en ce moment, ce qui n'est pas unique à Bécancour. Par contre, quand la recherche ou quand les politiques s'intéressent à la crise du logement, on s'est beaucoup penché sur des villes comme Montréal, Toronto, Vancouver, où là, on a des acteurs différents, puis on a potentiellement un éventail de politiques publiques différents à appliquer sur le territoire. À la suite d'avoir fait cette caractérisation-là, est-ce qu'on ne pourrait pas en dégager des politiques ou des recommandations en termes de logement? Les 2 derniers projets s'inscrivent dans un axe de formation continue. Le premier au sujet du service à la clientèle. Et on déploie une formation vraiment pour mieux outiller l'ensemble des services de la ville pour implanter des nouvelles modalités de service à la clientèle qui sont vraiment en phase avec des standards élevés. L'autre formation continue parle de gestion de projet. Je suis la formation avec l'ensemble des gestionnaires, une trentaine de personnes. C'est intéressant parce que ça permet collectivement de se donner une même façon de travailler sur la gestion de projet, puis pas travailler isolément, mais pas travailler en silo, mais travailler davantage en équipe. J'imagine qu'il y a un apport financier de la Ville pour ces projets de recherche-là? Oui, il y a un montant qui est planifié depuis quelques années. C'est un 30 000 qui est planifié pour ces projets-là. Donc, assurément qu'on en a pour notre argent dans ce projet-là. Cette collaboration permet à plusieurs étudiants de l'UQTR d'avoir accès à un véritable laboratoire vivant. Une Saguenayenne envoyée au Sénégal pour faire du communautaire a été la victime d'une violente agression. Alors que la femme âgée de 32 ans séjournait depuis 20 mois dans un logement loué à une famille sénégalaise, le jeune fils âgé de 15 ans s'est rué vers elle pour l'attaquer au visage. L'organisme avec qui Camille Amélie fait affaire dénonce l'événement. C'est sûr qu'on déplore des gestes d'une telle violence. Ça nous a tous bouleversés. C'est quelqu'un qu'on connaît bien, puis qui est vraiment importante pour le CSI, puis qu'on a des beaux liens avec elle. Donc ça a été un choc pour tout le monde, tous les employés. Les partenaires locaux également. Donc, c'est vraiment un geste hyper violent à déplorer, à dénoncer. Une fois qu'elle a pu reprendre conscience, elle a été rapidement dépêchée à l'hôpital le plus près où elle a pu recevoir les soins nécessaires. Plusieurs opérations ont été nécessaires pour stabiliser son état. À ce jour, le Centre de solidarité internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean s'explique mal cette attaque, rappelant que les logis où logent en fait les participants sont choisis méticuleusement. Les organisations qui font partie de notre réseau doivent remplir de façon obligatoire à tous les 2 ans un outil, un questionnaire d'auto-évaluation qui permet en fait d'identifier quelles sont les actions que les organisations doivent mettre en place pour assurer justement la santé et la sécurité des personnes qui se déplacent à l'international. Pour la sélection des familles, on demande que la personne ait une entrée indépendante qui peut être verrouillée, donc une porte qui se verrouille, c'était le cas. Puis sinon, les familles sont choisies en collaboration avec les partenaires locaux. On parle plus d'un geste de folie qui n'était pas sans aucun signe annonciateur. Il n'y a pas eu de menaces, il n'y a pas eu de paroles, de conflit entre les 2 personnes non plus. Dans son message publié sur les réseaux sociaux, Camille Amélie tient tout de même à défendre le jeune, la famille et le Sénégal. Malgré la gravité de la situation, elle précise que cette action aurait très bien pu se passer au Québec également et que ce n'est pas un truc du Sénégal pour la citer. Les proches de la victime ont également lancé une campagne de sociofinancement en ligne dans le but d'aider financièrement Camille Amélie qui séjourne présentement à l'hôpital de Saint-Louis au Sénégal. La cagnotte avait déjà atteint 11 000 $ sur les 12 000 $ établis comme objectif.